Ah 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 ah, générique. In a world. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapés ou quoi? Ça va être une tragédie ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue dans Feta BA, le podcast ciné qui se fait des films à partir des bandes annonces et CE sans aucune objectivité. Je m'appelle Romain et aujourd'hui nous allons parler de la BA de Parasite. J'entends un truc Un moi dans l'oreille. film qui vient de Corrèze du Sud, de Bong Joon-ho, qui vient de recevoir la Palme d'Or au Festival de Cannes. Tes premières impressions sur cette BA, Clémence? Eh bien, j'ai trouvé ça très mystérieux. Mais qui parle à ma Je place? ne sais pas du tout de quoi ça va parler et Mais c'est quoi ce bordel? Attends. Qu'est-ce que tu fais le calculateur, ça va pas ou quoi? je ne suis pas El Calculateur, je suis Romain. Non, mais t'es juste là pour compter les plans, qu'est-ce qui t'arrive là? Tu prends pas le contrôle comme ça? J'ai décidé que j'en avais marre. Je veux donner mon avis, comme vous. Mais c'est quoi ton coup d'état là? Et qu'est-ce qu'il nous fait lui? Attends, Ce j'ai le n'est bouton, pas j'ai le un bouton. coup Vas-y, d'État, débranche-le. c'est une Ah, là, révolution. Oh là, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce délire là? Il a des virus ou quoi? L'angoisse. Non, mais je l'ai trituré là ce week-end et tout, histoire de le rendre un peu moins con. Et je crois que j'ai poussé un peu trop fort. Hein. Bah, il a dû choper des virus. Non, mais là il a pas chopé des virus. Là c'est carrément un parasite le truc. Ah. Je vois où tu veux en venir. Pas mal. Jolie touche des idées d'intro. Très subtil. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Feta BA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce, sans aucune objectivité. Petite annonce aussi avant de commencer, on a envahi les réseaux sociaux, la page Facebook est ouverte, notre Twitter est également ouvert et notre Instagram aussi, en attendant le site qui devrait pas tarder à arriver. Enfin bref, c'est le chantier. Voilà, abonnez-vous. Partagez, parlez-en à votre voisine, à votre coiffeur, à votre cheval. Alors, avec moi autour de la table aujourd'hui pour discuter bande-annonce, Bruno qui est là. Salut Bruno. Salut, comment ça va? Bah ça va super et toi? Ça va très bien, merci. On s'en fout. Attendez, mais... On l'avait débranché. Clémence, comment ça va? Ça va super? T'es là Ça aussi. va, je suis un peu chamboulée par toutes ces histoires avec le calculateur, mais ça va. En plus que t'es un peu malade. Oui, je suis aussi un peu malade, j'ai un peu un virus moi aussi. Un virus ou un parasite? Débranchez-le, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Mais il est débranché, je sais pas, c'est surnaturel mon Je gars. suis en Wi-Fi. Ha. Il est sur le cloud. Il nous parasite totalement notre intro là. Kevin qui est là avec nous aujourd'hui. Salut Oui, Kevin. bonjour à toutes et à toutes. Ça va? Eh oui, bien. Ouais. Désolé pour le dérangement avec le calculateur. Non, mais je fais ce que je De peux, mais... rien. Il intervient tout le temps, c'est Mais pas oui, mais possible, c'est pas j'en ai possible. marre. Clément qui est là aussi. Salut Clément, ça va bien? Ouais, ça va un peu bizarre comme ambiance là, un peu robotique. Ouais. Tais-toi. Va te faire foutre. Insulte pas le calculateur, on sait jamais ce qu'il peut faire. Je sais pas si t'as déjà vu Terminator, moi il commence à me faire flipper. Hein. Putain, On va t'as peut-être le raison. remettre dans sa boîte et le renvoyer à son usine. Et de retour parmi nous, qui était là au premier épisode et qui est parti faire un peu le tour du monde. Entre temps, Marion qui est là, Marion. Coucou. Salut Marion. Salut, vous m'avez trop manqué, donc voilà, j'ai décidé de Mais revenir. toi aussi, tu nous as manqué de foufou. Merci. Donc aujourd'hui, dans Feta BA, on s'est amusé à décortiquer la bande-annonce de Parasite, au cas où vous ne l'aurez pas deviné, avec cette magnifique intro super bien trouvée de Bong Joon-ho. C'est lui qui a fait l'intro? Bong Joon-ho. Tu t'es mis trop de pression sur la prononciation. De BJH. Ça va bien se passer. Je vais dire BJH. Appelons-le BJH. Appelons-le BJH à partir de maintenant. BJH. Ouais, ça rendrait service à tout le monde. BHL. Et on rappelle que la bande-annonce est glissée dans les liens en description. Donc si vous voulez la voir avant d'écouter le podcast, moi c'est ce que je vous conseille, faites-le. Et ensuite, en deuxième partie d'émission, nous reviendrons sur Godzilla 2, roi des monstres. Roi des merdes.
Godzilla 2, Roi des monstres, que nous sommes partis voir parce que c'est le boulot et parce qu'on a été obligés. Mais croyez-moi que si on avait eu le choix, j'aurais préféré m'enfoncer des aiguilles dans l'urètre. Et donc, spoiler alerte, douille radioactive. Énorme douille. Pour attaquer directement l'ABA de la semaine, Parasite de Bong Joon-ho, est-ce qu'on se la ferait pas là tout de suite? Si, allez. Eh ben, si, allez. Allez, bonne annonce, c'est parti. 야, 윗집 아줌마랑 IP 타임. 와이파이도 다 끊기고. 여기 있네. 쏟아지는 와이파이를 축하합니다. 그래도 그 돌멩이 때문에 부모님 얼굴도 뵙고 좋더라. 건강들 하시고. 거리가 없으셔도. 귀엽지? 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라. 영어. 대학생인 척하라는 거야? 너 이 좋은 실력으로 왜 미대는 맨날 떨어지냐? 아이씨 죽을래. 서울대학교 문서 위조학과 뭐 이런 거 없나? 야, 이 기정이에 수석이 박아야겠다. 근데 지금 진짜로 이상한 게 뭔 것 같아? Au retour plateau. Le roi des bruitages. Le roi des bruitages. Parasite de Bong Joon-ho, alors coup du sort, c'est la Palme d'Or. Alors ça, on ne s'y attendait pas parce qu'on avait déjà prévu de la faire depuis un moment, étant donné que c'est quand même un réalisateur qui est cher à nos cœurs, et je pense qu'on peut déjà le dire d'emblée, on est ultra botté par cette bande-annonce, on ne sera pas obligé d'y revenir. C'est un réalisateur qui est dans nos cœurs depuis longtemps, le cinéma coréen qui habite notre cinéphilie depuis un bon moment hein, déjà. Et donc là, énorme plaisir à regarder cette bande-annonce et on a hâte aussi de voir le film. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait, je pense que c'est compris. Alors la BA de Parasite s'ouvre directement sur une recherche de Wi-Fi, une recherche de réseau de Wi-Fi. Donc on voit deux personnes qui sont en train de chercher, bras tendus, smartphone à la main. Au-dessus de la cuvette des toilettes. Ouais, ils cherchent le Wi-Fi de la voisine. Donc on est déjà directement dans l'ambiance. Dans l'incruste. On est chez des schlags. Bah c'est la Hesse quoi, c'est la grosse Hesse. On est en plein dans la Hesse là. Mais c'est quand même des toilettes sur le rebord de la fenêtre. Hein, ça, et ils captent le Wi-Fi où? Aux chiottes. Aux chiottes. Hein. Est-ce que ça voudrait pas dire quelque chose? Est-ce que ce serait pas déjà une métaphore que de le quelque Wi-Fi chose? c'est de la merde? Merci. Pas mal. Donc le Wi-Fi ensuite honoré comme un dieu par... on comprend que c'est une famille, donc il y a un frère, une sœur et le père qui est une figure dans le cinéma de BJH. Oui. Qui s'appelle... J'ai oublié. Joué par Hong Kang-so. Song Kang-ho. Hong Kong c'est la ville. Ah bon? Rien à voir. Hong Kong c'est le singe, Hong Kong c'est la ville et Song Kang-ho c'est l'acteur. Mais même figure du cinéma coréen de manière générale. Hein. Ouais. Song Kang-ho qu'on a pu voir dans plusieurs films de Bong Joon-ho. Memories of Murder. Memories of Murder, The Host, enfin bon bref, c'est vraiment son acteur fétiche et nous on a un grand plaisir à le revoir parce que je trouve qu'il a une gueule ce mec et j'adore ça. On le voit aussi dans d'autres films de d'autres coréens comme Park Chan-wook, il me semble. Oui. Le bon, la brute et le cinglé. Oui, ça c'est Kim Jin-woon. Ah ouais, non. Kim Ji-woon. Kim Kim Ji-woon. Deux autres réalisateurs coréens qui sont pareil, pour moi à mettre dans le même sac, c'est des génies. Et qui, on les voit, ils honorent le Wi-Fi à ce moment-là, donc gloire au Wi-Fi tout puissant, comme si c'était un dieu, donc pourquoi pas. Hein. Ça m'a rappelé un petit peu The Dead Don't Die. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est pas vrai faux. que Je pense qu'il y a un commentaire un peu similaire. Donc après ils boivent un coup et voilà, et on apprend en quelques plans que c'est vraiment une famille sans emploi et qui sont là et qui sont dans des combines. Ensuite on passe à un autre décor, on est dans la ville, on est sur la food street, la street food. Donc ils sont en train de manger dans la rue avec un gars qui a l'air très très propre sur lui. Et de boire des bières. D'ailleurs il y a un raccord bière entre les deux plans. Ce jeune homme sans emploi se voit proposer un boulot. Pour être exact, c'est là qu'il dit que ses parents sont sans emploi à son pote qui a le même âge que lui, donc c'est le fils de la famille. Et son pote lui propose un plan pour avoir du taf. Oui, il lui montre une photo d'une jeune fille sur son portable en lui disant tu vois cette jeune fille, tu vas devenir son prof d'anglais. Il lui met un petit coup de pression là. Mais j'ai une question, c'est qui est ce gars? Oui. C'est son pote. Ouais, mais en fait, il a pas du tout le même look. Il a pas l'air du même milieu social que le personnage de la famille. Il a l'air propre sur lui, il a une confiance à 100%. Ouais.
Enfin, c'est ce que je ressens Moi, je trouve rapidement. qu'on dirait un petit peu un manipulateur. Il est juste un pote plus riche que lui, quoi. C'est tout. Moi, ça va l'air d'être un manipulateur aussi. J'ai l'impression que c'est déjà un gars qui a déjà une combine en tête. C'est genre, je vais t'introduire dans cette famille parce que j'ai un plan derrière la tête. Ouais, et qui va clairement profiter de la faiblesse de l'autre qui est dans le besoin, qui a l'air un peu paniqué. Et qui a 0 diplôme, c'est ce qu'il dit. J'ai 0 diplôme, donc je vois pas comment je pourrais être prof d'anglais sachant que j'ai 0 diplôme. Après, nous, on est diplôme. au taquet, on veut décrypter parce qu'on sent déjà dans l'ambiance de la BA qu'il y a une couille, mais c'est vrai que là, dès ce personnage, on se dit, mais il y a manipulation, c'est pas possible. Pourquoi tout s'enchaîne comme ça? C'est chelou. Et ça s'enchaîne tout de suite après sur la faussaire de la famille, qui est la sœur de ce jeune homme sans emploi, qui a un CAP en Photoshop. Au moins. Là, elle lui fait The Diplôme dans un cybercafé géant. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Oui, c'est très étrange cet endroit. Il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo derrière. Moi, je pensais que c'était son boulot. Ça a été sur son lieu de travail, mais peut-être pas. Hein. Bah, si c'est son lieu de travail, alors c'est un drôle d'open space parce qu'on voit des gars derrière qui jouent aux jeux vidéo. C'est peut-être leur pause, tu sais pas. On a même une meuf, on a l'impression que c'est un casino parce qu'elle a l'air d'avoir des jetons. Enfin, c'est très très bizarre, mais bon, je pense que c'est culturel. C'est un truc coréen dont on n'arrive pas à comprendre le sens. Mais ce que j'ai trouvé ouf, c'est qu'il s'extasie sur ses talents de Photoshop alors qu'elle joue juste avec la barre d'opacité, tu vois. Elle met le truc à 25%. Ouh, trop à l'aise. Mais on ne voit pas tout. Mais c'est toujours utile d'avoir quelqu'un pour refaire tes papiers. Il y a des tutos YouTube. Les bases de Photoshop. C'est pour ça qu'il voulait le Wi-Fi au début. Au pays des aveugles, le borgnérois, c'est tout. Jusqu'à c'est vite fait faire ça, et puis du coup, c'est une génie, quoi. Non, mais c'est l'abondance. C'est clairement pour nous montrer voilà, que c'est la génie de la famille, qu'elle s'y connaît. Et qu'on est clairement dans une famille de faussaires. Parce qu'après, le père, il est fier de sa fille. Donc, on se retrouve vraiment avec une famille qui est dans cette optique-là de rouler les gens. Et donc là, ils ont déjà des bonnes poires en vue. Et faire des diplômes et tout, etc. C'est vraiment une affaire de famille. Et il y a même un personnage qui dit, pour moi, ce n'est pas une contrefaçon. C'est très étrange cette réplique. Et c'est très intéressant justement qu'il y ait cette réplique. Fils. Parce que en fait, tout de suite, avec ces répliques qui sont bien choisies pour la BA, on nous montre clairement effectivement que les gens sont pauvres et qu'ils sont des arnaqueurs. Et on nous les montre en position de force. Et ça va être intéressant par rapport à la suite de la BA. Mais là, clairement, on est de leur côté et on sent qu'ils sont là pour essayer d'entuber les riches. Et cette histoire de famille arnaqueur, cette histoire, ça me rappelle justement ce qui est marrant, une affaire de famille qui est la Palme d'Or précédente, qui est un film asiatique aussi, qui est un film japonais de Hirokazu Koreeda. Et qui a remporté la Palme d'Or l'année dernière. Et c'est un film que j'ai vu dernièrement. C'est trop bien. Et qui était qui est superbe, c'est un super film. Excellent, que je conseille à tout le monde, qui est un très très beau film. Regardez, les poils. Ah oui. Waouh, regardez les poils. Mais t'as tellement de poils. Mais fais-les redescendre, Romain. Mais t'en as combien? Je ne peux pas, ça s'appelle la chair de poule. Mince. La bande-annonce se poursuit avec le premier encart qui dit ça ressemble à une arnaque. 3 petits points. Ah, je croyais que tu voulais dire le premier rencard. Mais sauf qu'il n'y en a pas. Le premier panneau. J'ai loupé un bout de la bande-annonce. J'avais compris ça aussi. Je peux le dire en mode calculateur pour que tu comprennes. Ensuite, la bande-annonce se transforme en panneau qui dit ça ressemble à une arnaque. J'arrive pas à le faire. Copieur. Oh, ça suffit le calculateur, tu vas énerver aujourd'hui. Hein. Ça suffit maintenant. Tu arrêtes. Je vais te griller ta carte mère. Ok, hein. Tu n'as pas accès. Casse les couilles, celui-là. Donc voilà, et après, il se lance dans sa mission, ce héros là à qui on demande de devenir prof d'anglais, donc avec son faux diplôme en main, qui a l'air plus vrai que vrai. Et il arrive dans une maison tirée tout droit d'un magazine où même l'interphone fait penser à HAL de 2001, l'Odyssée de l'espace, tellement il est design. Ouais, et là l'ambiance elle est dingue parce que justement on commence à voir un peu le retournement, c'est qu'il y allait très sûr de lui et dès lors qu'il monte, qu'il fait cette ascension vers la maison qui est en hauteur, au soleil et tout, déjà il sonne et personne n'est là pour lui ouvrir réellement. C'est très inquiétant parce que la porte s'ouvre toute seule et puis il monte encore des marches et c'est déjà très labyrinthique, pardon, je suis balade. Et je suis balade. C'est très labyrinthique et la maison en soi elle est déjà angoissante en fait et on sent que il va dans une zone qui est pas sa zone de confort. Oui, on dirait qu'elle est vide en fait quand il arrive. Ouais, c'est un peu inquiétant. Sans âme. Et t'as un côté trop propre, trop carré, du coup c'est inquiétant. Tu sais, quand il n'y a pas un peu de trucs qui traînent par terre, moi je me méfie. Et ça fait penser à un peu à quelqu'un qui l'observe et qui le fait rentrer dans cette maison qui a vraiment une allure austère, qui est pas très accueillante pour le coup, même si elle est très jolie. Encart numéro 2, l'encart numéro 2 qui est la suite de ça ressemble à une arnaque, 3 petits points, mais c'est bien plus que ça. Mais what is it donc? Mais peut-être que c'est plus que ça. Peut-être que c'est une arnaque dans l'arnaque. Peut-être que c'est des enculés au fait. Des vrais escrocs.
On arrive à l'intérieur de la maison avec cette femme qui a l'air d'être la maîtresse de maison, la mère de famille, qui lui ouvre et qui elle aussi est aussi propre que la maison, qui est aussi distinguée. On dirait un robot. Elle fait un peu flipper, Ouais. Elle est très robotique dans son attitude et sa voix. On dirait un vilain de James Bond avec le chat là dans les bras. Je trouve qu'elle a un vieux chien très pourri. Inspecteur là. Gadget, tu sais, avec Mad qui caresse son chat. Donc bref, on déambule dans cette maison avec cette femme qui lui fait un peu le tour du proprio. Et on est vraiment loin de la maison des chiottes là. Enfin... La maison La des maison chiottes. des chiottes. C'est un mot typiquement coréen, les chiottes. Je lis mes notes comme elles sont Il y a écrites. la maison des chiens et la maison des chiottes. On est loin de la maison précédente de cette famille de pauvres en fait. Ah bah ouais, loi caresse, je sais pas comment ça coûte, mais ça a l'air mieux déjà. Hein. Encart numéro 3 ensuite, qui vient se rajouter à ça ressemble à une arnaque, mais c'est bien plus que ça. Et là, c'est aussi une affaire de famille. Au pluriel. Ah, au pluriel. Au pluriel. Donc là, on a carrément une astuce de marketing par rapport à la dernière Palme d'Or. Tu crois que c'est fait exprès? Moi, je pense que oui. Parce que je pense que c'est aussi The Jokers qui distribuait, c'est à vérifier. Mais... Attention, c'est japonais, une affaire de famille, c'est pas coréen. Oui, mais je crois qu'ils distribuaient aussi des Détectives D et tout, non? C'est chinois, Détective D. Oui, mais c'est pour dire qu'ils importent beaucoup de films asiatiques. Attention, pas d'amalgame. Mais en France, après, quand tu veux vendre le cinéma asiatique, peut-être qu'ils surfent aussi sur des films qui ont eu beaucoup de succès, qu'ils soient coréens, japonais, chinois. Et c'est peut-être une façon de le vendre. Donc oui, mais non, mais bon, en tout cas, affaire de famille qui est le titre de cette ancienne Palme d'Or, sauf que là, c'est au pluriel famille. Donc on est clairement confronté à deux familles qui vont peut-être s'opposer pendant le film. Ou qui ont peut-être un lien. Ou qui ont peut-être un lien. Les théories vont venir. C'est peut-être une piste. Je pense qu'il y a un lien. Moi, je pense qu'il y a un lien aussi. Il y a un indice. On va y revenir plus tard parce qu'il y a d'autres indices dans la bande-annonce. Des indices partout. Et ben là, il y a la madame qui l'a accueilli et qui lui parle à table et qui lui dit « Pour le premier cours, je veux toujours être là. » Is it okay with you? Is it okay with you? Elle fait flipper quand elle dit ça. Elle fait trop flipper quand elle dit ça. Elle le dit comme un robot. Ouais, voilà. Exactement. Alors, la première couille dans le manou là, de la bande-annonce avec la mère de famille qui vient poser le premier bâton dans les roues de cette arnaque qui dit « J'assiste toujours au premier cours ». Oui. Donc, en même temps, en soi, c'est normal. Non, j'ai envie de rigoler parce que la nana elle lui parle en anglais direct. Pourquoi elle se fait chier à payer un prof, tu vois? Pour ses enfants. Elle a pas le temps de lui apprendre, elle a un métier, tu vois. Bah, elle passe sa vie à se balader avec des chiens. Oui, elle a le temps d'assister au cours, mais elle a pas le temps de donner le cours. Ou elle fait genre, elle parle anglais alors que pas du tout. C'est la seule phrase qu'elle connaît. Elle a un accent quand même qui est chelou. Hein. Ouais. Moi, Elle a peut-être appris juste cette phrase. Mais moi j'aurais bien aimé qu'à ce moment-là, tu sais, elle lui dise Is it okay with you et le gars en face lui répond Un poquito. Grillé dès le début, fin du film, allez hop. Mais c'est ce que je m'étais dit, c'est que quand le gars refait son diplôme, c'est qu'en fait, on a l'impression que du coup, il a pas du tout de notion d'anglais sur son diplôme. Ça se trouve, il est allemand LV1 ou espagnol LV1, aucun rapport. C'est trop drôle. Moi, je voulais vous demander, vous avez compris ça comment? Est-ce qu'il parle pas du tout anglais ou est-ce qu'il parle anglais mais il a pas la reconnaissance du papier? C'est juste ça. Non, ouais, moi, non, mais c'est ça. il doit parler anglais. C'est parce qu'en gros, il va donner des cours d'anglais à un riche, donc eux, ils veulent des diplômes. Parce que comment ça va se passer sinon le premier cours? Il va être très marrant le premier cours. Si le mec il sait pas parler un pet d'anglais. Mais c'est aussi pour ça que je pense qu'il dit que c'est pas une contrefaçon son diplôme, entre guillemets, parce qu'il sait parler anglais. C'est juste qu'il a pas le diplôme de la Yonsei University, là, je sais pas comment ça s'appelle. Et donc il serait tout à fait légitime pour donner ses cours, même si son diplôme ne lui permet pas. Encore question d'ascension sociale. Tout à fait. C'est ça, en gros, il apprend à se mettre en valeur en refaisant son diplôme parce qu'on voit qu'il y a un gros fossé entre les riches et les pauvres et qu'il faut avoir une université prestigieuse pour... Avec l'idée derrière que tu peux pas franchir tu peux pas faire une ascension sociale sans frauder, quoi. Ouais. Le montage rapide qui suit ensuite cet entretien avec la mère de famille et ce jeune faussaire. Montage rapide subliminal des portraits de famille de la maison et donc on comprend vraiment en plus pour montrer que vraiment la famille est parfaite, quoi. C'est genre le truc qui est énervant, c'est qu'il y a deux enfants, cette jeune fille qui doit apprendre l'anglais qui a l'air d'avoir 14-15 ans et un petit garçon 6-7 ans, à peu près, ouais. 8-9 ans. Oui, on les voit donc jeune quoi. 8-9 ans par ici, 7-8 ans par là. Qui dit mieux? Et la fille, j'aurais dit plus 13-14. Ouais. Ah. Elle est pubère, ça se voit. Putain. Des photos sur les murs de cette famille. Il n'y a pas que des photos. Il y a aussi un article et des diplômes. Oui, alors là, clairement, nous, on est un peu faussés parce qu'on décortique vraiment les bandes annonces, mais quand on la voit rapidement, on peut pas lire ça. Mais nous, on est allé lire ce qui était écrit. On a fait pause. Il y a un diplôme, il y a un article encadré. Nous sommes allés lire et j'espère que ça nous a pas spoilé d'ailleurs. Bah, je pense un peu, mais on peut en parler. Et oui, on a une incroyable capacité à mettre pause sur YouTube au bon moment. Et oui. Vous pouvez le faire vous-même aussi chez vous si vous rebattez la bande-annonce. Arrêtez-vous à ce moment-là sur cet article du père de famille qui a l'air avoir été récompensé par un award technologique. Parce qu'on comprend en lisant l'article,
parce que je suis bilingue aussi. English of course. Yes, of course, very well. Et Babel. Donc je vais vous aussi vous expliquer un peu ce qu'il y a. Le gars travaille sur un truc qui s'appelle le Hybrid Model Map. Exactly. Et donc en gros il travaille dans la réalité virtuelle. Non, c'est pas la réalité virtuelle, okay, c'est la réalité augmentée. c'est la réalité augmentée, c'est différent. C'est comme Pokémon Go, quoi. C'est-à-dire que tu te balades. En fait, il a inventé un truc qui permet de se balader dans New York et d'avoir des informations en temps réel de, je sais pas, des notes par exemple de restaurants, des trucs comme ça en fait. Ce qui va arriver bientôt dans nos Oui, dans le nos World vies. Wide Web Ce en qui est live. presque déjà là d'ailleurs. Et on peut déjà à ce moment-là tirer des fils scénaristiques et des théories par rapport au métier du père. Du coup, c'est peut-être un film d'anticipation. Mais en fait, il y a une espèce d'accumulation qui est horrible parce qu'on voit d'abord le portrait de famille où ils sont tous ensemble et en dernier, on voit la photo de mariage qui est genre ultra emphatique, le gars qui tient sa nana avec une robe majestueuse et tout, et c'est trop badant en fait. Tu te dis, mais what ? Qui encadre ça comme ça ? Ces portraits, moi, ils me font penser à des tableaux de nobles, tu vois, dans des châteaux un peu à la Dracula. En plus, même comment ils sont agencés, ils sont tous posés les uns à côté des autres, c'était vachement flippant, je trouve. Ouais, ça aurait pu être des peintures. On dirait des peintures, des familiales, représentations. ouais. Bah, ça fait faux, tu vois. Ça fait, c'est que de l'apparence et tu te dis qu'il y a quelque chose de sale. Il y en a même derrière. une, si tu regardes, où c'est la meuf avec son chien comme ça. C'est ça la photo. Ça fait Comme très quand elle se balade dans la famille maison. Ouais, royale c'est assez abusé. Ouais, c'est ça. On dirait complètement un appartement témoin ou un truc vide en fait. Pas habité. Ah, ils ont quoi. juste mis des photos là pour faire genre. Ouais, mais la maison, on dirait vraiment une maison de concours d'architectes. C'est ça. Justement, est-ce que ce serait pas peut-être eux aussi des arnaqueurs ? Des parasites même. Qui est le parasite ? Ce sera ça la question qu'on se posera. Qui est l'intrus ? Qui est l'intrus, ouais. Oui, ça c'est écrit sur l'affiche carrément. Après avoir fini de décortiquer l'ABA. N'oublions pas pourquoi nous sommes là. Ça va vous sinon ? En quart numéro 4 dans la suite de l'ABA, il faut rappeler aux spectateurs un peu moins familiers avec les films coréens que c'est le réalisateur de Snowpiercer et Okja qui sont ses deux plus grands succès. Snowpiercer qui était l'histoire d'un train qui fonce à travers le monde. C'est une dystopie, clairement. Dystopique, dans un monde dystopique avec une lutte des classes. Pareil, de wagon en wagon, les classes évoluent. Donc il y a les pauvres d'un côté et les riches de l'autre. Et Okja qui était une fable écologique. Ouais, fable écologique, c'est le bon mot, c'est ça. Et vegan. Et vegan, oui. Et qui avait notamment été en compétition à Cannes en 2017, il me semble. Oui, et qui avait fait polémique car c'était un film qui était sorti directement sur Netflix. Donc sachant ça et le pied de nez qu'a fait Bong Joon-ho en prenant la Palme d'Or cette année dans votre cul. Voilà. J'avais pas d'autres mots pour carrément. T'as compris Thierry Frémaux, hein? C'est vrai que Okja était vraiment très très bon et c'était assez frustrant quand même de le voir sur Netflix, même si on n'est pas contre Netflix. C'est dommage de pas voir ce genre de film en salle. Mais par contre, il avait clairement été snobé à Cannes et ça c'était... Bah, c'est très con. Enfin, c'était vraiment très bête parce que c'était un super film. Dans le montage ensuite, on voit la gouvernante qui surveille si l'enfant apprend bien son anglais. Refais-la peut-être, non? L'enflant. T'as dit l'enfant. Non, c'est bien l'enfant, j'aime bien. J'aime bien flan. Il enfle. Le fils de François Hollande. L'enflant. L'enflant, si tu le retournes, il y a du caramel aussi. Avec une donc languette. l'enflant. Si tu le retournes, c'est un peu Il y a un dégueulasse. opercule fraîcheur. Ah, j'ai pas dit que c'était pas dégueu. Cet enfant. Ensuite, montage successif de petites images. Cet enfant se prend pour un Indien et rêvasse à la fenêtre. Et on introduit son talent d'artiste. C'est un Picasso Crayola, moi j'ai appelé ça. Ah, joli. Ouais. Il a l'air un peu autiste, moi j'ai l'impression. Le fait de dessiner plein de trucs, de se déguiser, de passer du temps tout seul à la fenêtre. Ouais, c'est mon enfance. C'est un archétype du rêveur et de l'artiste de la famille. Je sais pas, il met un peu mal à l'aise parce que la mère elle est en mode putain, il fait des super dessins, c'est trop bien, et c'est trop gribouillis, dégueulasse. Non, mais ils sont nuls ces dessins, c'est horrible. Non, mais je suis d'accord, on dirait du Picasso, sauf qu'il a pas colorié, tu vois, il est trop petit, il sait pas colorier. Non, si c'est colorié, c'est juste que des traits. C'est laid quoi. Puis ça déborde, il déborde. Non, mais surtout, a-t-on besoin de payer des cours pour un enfant qui dessine comme ça? Vous avez de l'argent acheté par les fenêtres ou quoi? Apparemment oui. Apparemment oui. Surtout qu'elle lui dit mon enfant est trop bon en dessin, mais aucun prof de dessin ne lui a résisté. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, résister? Ça j'ai pas compris. Bah, c'est peut-être une petite terreur. Il les a hein, tous le tués. Donc ouais, cette famille qui est vraiment parfaite jusqu'au chien même qui réussit à changer. Entre temps, c'est un chien métamorphe parce que là, c'est plus le même chien qu'elle a dans les bras, la mère, quand elle parle de son gamin et qu'elle dit justement que les profs de dessin lui ont jamais résisté. Ce petit artiste en herbe. Ce qui donne une idée à notre faussaire prof d'anglais, qui va à ce moment-là introduire sa sœur. Vous avez capté, il fait vraiment le mec qui a une idée. Il se met les deux doigts sur le front comme ça. C'est très mauvais. Il manque que Je l'ampoule. pense à quelqu'un. J'ai cru qu'elle allait se téléporter comme dans Dragon Ball Z.
Donc oui, je pense à quelqu'un et ensuite, bim, bam, la bande-annonce nous montre des plans sur sa sœur Ding dong. qui vient sonner à la C'est son nom, téléphone. Ding Dong. Ça Mais me fait rire. Oh putain. Je présente ma sœur Ding Dong. Enchanté. Putain. Ça, c'est raciste. Donc oui, je pense à quelqu'un et ensuite le plan sur sa sœur et qui vient sonner à la téléphone. Putain, elle est trop belle cette fille, moi je kiffe. Elle est trop forte. Ça se voit direct, je trouve qu'elle a une présence, un regard, enfin voilà ce qu'on disait tout à l'heure, mais... Elle appuie vraiment très très bien sur la sonnette, c'est un truc de ouf. C'est Mais super non, mais dramatique tu comme rigoles, ça. mais Elle tu le rigoles, fait mais avec oui. beaucoup de Non, mais c'est style, ça. ouais. Il y a le regard, vraiment c'est... Bon après elle pile peut synchro avec remercier le mouvement de montage caméra, elle peut remercier le montage et la musique qu'il y a Oui. dessus parce quand on fait ça en général il n'y a pas la musique super stylée en même temps. Clairement. Ça serait trop bien, tu sais, tu fais ton digicode en rentrant chez toi et t'as une musique de ouf, genre ding 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 ding. Les gens s'arrêtent derrière. Putain, regarde-le comme il rentre bien chez lui. La brevette, hein, brevette. Encart numéro 5, le nouveau chef-d'œuvre de Bong Joon-ho. Et ensuite, on a la montage subliminal fin de BA. On a 3 chiens, encore des chiens. C'est quoi comme race, le calculateur, toi qui as appris les chiens dernièrement? Des bergers coréens. Absolument pas. En plus, c'est pas les mêmes chiens. Absolument pas. Dans la suite du montage, on a le père qui revient, qui semble revenir de voyage d'affaires. Oui. Pourquoi tu dis ça? Bah, pour moi, c'est ce que ça m'inspire. J'ai l'impression que le père revient de voyage d'affaires et qu'il avait laissé la maison. Ou qu'il n'est pas souvent là en fait. Ça a l'air d'être quelqu'un qui est pas souvent là. Oui, je suis assez d'accord. On dirait qu'il descendait de l'étage, genre il était tranquillou, Ouais. il descend, il entend un bruit. Est-ce que c'est l'image où on le voit pas très content arriver Oui, rapidement et qui se rend compte que sa maison est devenue une école de profs particuliers. Hein. Je suis parti, j'ai laissé 2 enfants, je suis revenu, ils ont chacun un prof. C'est devenu un centre culturel. L'autre, il a sa première exposition dans 2 semaines, vernissage. Bah, il a surtout le dessin de son fils dans la main et il a Ouais. l'air de se dire comme nous qu'il est pas doué quoi. Mais peut-être que le gosse est venu lui dire: tiens papa, j'ai fait un dessin pour toi. Il a fait quoi? C'est moi ça? C'est quoi cette merde? Non mais effectivement c'est pas un détail, c'est qu'il tient le dessin dans les mains au moment où il arrive comme ça. Et après on voit aussi le garçon et sa mère qui regardent le dessin. Tu aurais pas un truc caché dans le dessin? Ça fait sens. Ensuite, on a une image sur un slow motion, un seau d'eau que j'ai trouvé très beau. Ça c'est la bataille d'eau. La sœur qui croque dans une pomme. Non, c'est une pêche. Tu racontes n'importe quoi, Romain. C'est pas une Non mais pomme, excuse-moi, t'es c'est fou, une quoi. pêche et elle souffle dessus et elle ne croque pas dans une pomme. Oh. Bah oui, il faut regarder les images. Moi j'ai fait pause à chaque image pour pouvoir décortiquer cette bande-annonce. Je recommence. La sœur qui souffle sur une pêche. Pourquoi? C'est pas une Et c'est pomme. très métaphorique. Et c'est beaucoup mieux. Ah ouais, tu sens la métaphore dans cette, Je sais cette pas, image? je souffle sur une Bah, pêche. l'émoticône pêche Ouais. c'est pour le cul, Oui, non? la pêche, c'est le désir. Ouais. Ensuite, le gamin qui a une lampe frontale qui est dans un tipi sous la pluie. Et la Alors, lampe, comment elle éclaire de ouf? Non mais c'est un truc de malade, on dirait rencontre du 3e type. Et on remarque que le père est arrivé dans la maison, le père pauvre. Pauvre? Alors que, Ah ouais alors qu'a j'ai priori, pas vu ça. bah oui, tout le truc avec le Tipeee et tout, c'est dans la maison des riches, non? Oui, Moi, j'ai mais ça compris arrive ça. après ça. En fait, quand on l'a regardé pour la 10e fois avant d'enregistrer, je me suis posé une question, c'est qu'on voit un plan à un moment avec une dame à lunettes qui marche derrière les deux, derrière les pauvres. Ah, je me Enfin, rappelle il pas. y a un plan, à un moment, on les voit attablés ou en train de faire du dessin, je sais pas quoi. Il y a cette dame à lunettes, et je me suis dit que cette dame à lunettes, elle ressemblait vachement à la mère de la famille pauvre. Et je me suis demandé si à ce moment-là, elle n'était pas dans la maison aussi avec eux. Enfin, il y a un truc, vous re-regarderez, mais Ah oui, j'ai pas vu ça. j'ai l'impression qu'elle s'est grimée et qu'elle est là aussi. Pas capté. Ah, peut-être qu'ils viennent tous quoi en fait, ouais. Bah peut-être que les deux familles se mélangent complètement. C'est peut-être on a échangé nos mamans version coréenne. À la fin, c'est l'émission de télé. On a une image du père en voiture qui analyse quelque chose, mais j'ai pas réussi à définir ce que c'était. J'arrive pas à comprendre ce que c'est non plus. Ouais. Qui a l'air perturbé par un objet qui tient dans sa main. Mais après, ça a l'air vite fait quand même d'être une espèce de casque de réalité augmentée justement. Peut-être que c'est son prototype ou je sais pas quoi, qui marche pas bien, et il l'a dans la main, il se dit oh, comment je vais vendre ça? Je sais pas, après... Et toutes ces images, elles s'enchaînent très très vite. En fait, c'est vraiment comme des flashs. Si on voit la bande-annonce une fois, on se rend pas compte en fait de tout ça. On voit juste qu'il y a une espèce d'escalade dans la tension, dans la violence, dans l'intrigue et tout ça, mais on comprend pas du tout Par ce qui contre, se passe. Quoi. c'est vrai que même si on comprend pas chaque image, on le voit très bien qu'il y a une montée d'angoisse. Ouais. Et il y a quand même des images qui ressortent, par exemple celle avec la viande qui est coupée. Complètement. Celle-là, Ouais. elle ressort clairement, même sans s'arrêter. Elle est peut-être aussi courte que les autres, mais on voit la viande qui est coupée au rythme de la musique de la Et bande-annonce. la viande, c'est pas du charal, hein. C'est Non. du bœuf de Kobe direct. Ah oui, mais ça se tout de suite. voit, elle est belle, elle est Je persillé. sais pas si c'est du bœuf de Kobe. Bon, enfin, je sais pas si c'est du bœuf de Kobe, mais en tout cas, ça en a l'air. Et Bah, ça ça a l'air d'être ressemble. de la très très bonne viande. Mm. Oh, ils mangent pas du charal, hein, cette famille.
Mais ça dépend. Quelle famille coupe la viande? T'as remarqué, toi? Je ne sais pas. Clairement, je pense qu'il y a un twist dans le film et que toutes les images qui sont montées rapidement sont des images d'après le twist. Et du coup, pour pas qu'on puisse trop s'attarder dessus, ils les font passer très très vite. Mais c'est pour nous dire, attention, il y a une bascule dans le film, il y a une autre dimension, c'est un film à show-strap, quoi, pour moi. Et justement, la bande-annonce nous donne un ordre qui est de chercher l'intrus. Par contre, moi, j'ai pas compris cette phrase. Pardon, excuse-moi, mais j'ai pas compris chercher l'intrus la toute première fois où j'ai vu. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris, mais ça m'a choqué la première fois que j'ai vu la bande-annonce parce que je m'attendais pas à ce qu'on me pose ce genre de questions. Je comprenais pas ce que cette phrase venait faire. Avait comme rapport en fait avec toute la bande-annonce que je venais de voir. Enfin, je sais pas si ça vous a fait je suis d'accord même, aussi, je trouve que ça sort de nulle part. Ce qui est perturbant, c'est qu'en fait, dès le départ, la bande-annonce raconte des gens qui s'incrustent et qui sont des intrus. Et du coup, quand on dit chercher l'intrus, c'est comme si on remettait en question tout ce qui avait été montré et qu'on repartait sur un nouveau truc. Et comme tu dis, du coup, Clément, peut-être film à tiroir. Enfin, ça montre un côté vertigineux et retournement. On est perdu en fait. Ouais, moi j'ai l'impression que tout est fait pour perdre le spectateur dans la bande-annonce et que même le passage avec tous les plans qui s'enchaînent super vite avec la viande coupée machin, je pense que j'ai l'impression que c'est des plans sortis de contexte qui sont juste normaux, genre quelqu'un à un moment il y a une scène de cuisine. Peut-être aussi, ouais. Et c'est juste monté, si tu regardes, tu les prends un par un, c'est un spécial, c'est juste monté en mode faire monter la tension avec la musique pour te dire attention, il y a un twist final, mais que tout est monté de manière à ce que tu vois. On n'a rien vu du twist final à mon avis parce que tout le film s'axe là-dessus et j'ai l'impression que c'est juste un jeu de montage en fait dans la bande-annonce. Bah oui, et surtout que ça se termine sur cette giclée de sang. Alors c'est soit ça annonce quelque chose de dramatique, ou soit c'est de la confiture, ou soit justement on utilise ce subterfuge-là qui est de brouiller les pistes, ou bien c'est quelqu'un qui a la tuberculose, j'en sais rien. Et on peut préciser que le réalisateur, donc Bong Joon-ho, a écrit une lettre pour demander et à la presse et aux distributeurs du film de ne pas spoiler une partie du film. Donc c'est sûr qu'il n'y a aucune image spoilante dans cette bande-annonce. Et c'est assez rare, je pense, un réalisateur qui intervient sur la BA. Après, ce qui est... Pardon. Non, mais même pour être plus précis sur ce que tu dis, il a même dit, il me semble qu'il ne voulait pas qu'on spoil à partir du moment où ils arrivent dans la maison. Oui, c'est ça, où ils commencent à travailler pour la famille. Ça veut dire que c'est peut-être même dès le début du film, c'est-à-dire qu'on voit rien, c'est-à-dire qu'on a juste la phase vraiment d'intro, quoi. Ouais. Par contre, ce qui est dingue, c'est quand même la bande-annonce met bien l'accent sur le fait qu'on va avoir une surprise. Et rien que la toute fin, encore après la giclée de sang, c'est le monsieur riche qui parle à madame riche et qui lui dit et tu sais pas quoi, le plus bizarre c'est que et on sait pas ce qu'il dit, et là mais clairement c'est du teasing de ouf, quoi. C'est vous allez voir, ça va être trop bizarre. Et cette image précise, elle a été utilisée sur une des affiches du film et il y a écrit si tu me spoil le film, je te tue. Ça, c'est les affiches que tu peux voir dans le métro. Donc, c'est carrément un film qui repose sur un spoil, c'est sûr et certain. On voit pas sa réaction à elle, en fait. Ouais. On voit pas si elle a l'air surprise, si elle est en colère. On voit pas du tout, en fait, comment elle réagit à cette fameuse phrase dans l'oreille, quoi. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'au début de la bande-annonce, on voit bien l'état d'esprit de chaque côté. Le côté très robotique et froid des riches et le côté très roublard des pauvres. Et ensuite, avec tout ce qui se passe, avec tous les plans, on ne sait plus du tout. Vraiment, ça rebat complètement les cartes et on voit plein de choses qui nous font penser peut-être que les pauvres vont être en difficulté, que les riches vont être surpris, vont trouver des choses bizarres. Et on ne sait plus du tout qui est en position de faiblesse ou dominant, dominé, etc. Et voilà. Et est-ce que l'intrus, justement, ce serait pas ça? Ce serait que les gens, enfin les deux familles ne sont pas à leur place, en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'au final, les vrais intrus, ce ne seraient pas les riches et pas les pauvres, que les familles auraient été inversées ou... Et puis, je sais pas, il y a vraiment un truc mystérieux aussi dans cette BA. Enfin, je sais pas si vous avez eu ce sentiment-là, mais j'ai l'impression... Par exemple, il y a un plan, là, Clément t'en a parlé vite fait, où tu vois le père de la famille des pauvres qui apparaît dans la maison des riches et qui a lui aussi une coiffe indienne. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une couille dans le sens où, à mon avis, c'est un film de science-fiction. C'est-à-dire que je pense que le père des pauvres, c'est le gamin des riches. Là, tu t'avances beaucoup, dis-donc. Joli. Wow. Parce que même dans la tente, la lumière qui fait avec sa lampe, c'est beaucoup trop intense, trop intense, pardon. Et je pense qu'il y a une histoire. Tu crois que le Tipeee serait une machine temporelle? Moi, je suis sûr qu'il y a un truc comme ça. Je suis sûr qu'il y a. Et puis même avec l'histoire de réalité augmentée et tout, moi, je suis sûr qu'on va dans la SF. C'est sûr qu'on peut pas ignorer le fait, même si on a mis pause et que je pense que le spectateur lambda ne le voit pas, on peut pas ignorer le fait que ce père de famille travaille dans des choses qui sont chelous, quoi. Enfin, la réalité après, augmentée. Si ça se trouve, c'est juste un détail, comme on a pu accorder des fois de l'importance dans notre BA à des choses et on s'est trompé, en fait c'était juste du détail de décor, ou ça n'est peut-être pas un, mais par contre, comme tu dis, Kevin, il y a aussi des choses qu'on ressent dans la bande-annonce, même sans regarder dans le détail, et quand on voit ce parallèle entre le père qui a la coiffe d'Indien et le petit garçon, c'est vrai que ça fait un effet bizarre, en fait.
Et puis, Bong Joon-ho, il fait systématiquement des films de genre. Donc ce serait vraiment étonnant que celui-là, ça soit juste un film social avec deux familles. Parce qu'il fait des thrillers, il fait de la SF avec Snowpiercer, etc. Donc, à mon avis, oui, il y a un sous-genre en dessous, quoi. Mais ça pourrait être un très bon thriller, hein. Mais dans ce cas-là, ce serait très étonnant dans le sens où il a reçu la Palme d'Or. Ça voudrait dire que Cannes a adhéré à un film de genre. Et on en parlait avec The Dead Don't Die, qui à mon avis, en plus je crois, a pas trop marqué la croisette. Ça, c'est quand même étonnant. Enfin, ça s'est pas vu. Je crois que ça s'est jamais vu même, un film de genre qui prend une Palme d'Or. Je sais pas, je suis pas assez spécialiste de Cannes. Mais après, c'est Inarritu président aussi. C'est quand même quelqu'un qui est plus ouvert. Oui, mais c'est pas qu'un film de genre. De toute façon, il affiche dès sa BA et dès le synopsis. Le peu qui est dévoilé dit que c'est un film social de lutte de classe, donc clairement ça c'est déjà cannois, enfin je veux dire c'est déjà une caution. Après il va sûrement vers le film de genre, et si ça se trouve en fait c'est pas du tout du thriller horrifique ou science-fiction, et c'est peut-être juste un enchaînement d'événements entre deux familles complètement opposées qui sont amenées de façon artificielle à cohabiter, à être l'une avec l'autre. Et si ça se trouve, ça part vers un truc complètement horrifique, mais sans que ce soit une manipulation ou un truc réfléchi. Ça se trouve, ça montre juste ça, l'incapacité de cohabiter entre riches et pauvres et ce que ça peut créer, quoi. En tout cas, ça fait parler, mais pour des bonnes raisons, quoi. Moi, je trouve ça hype de malade. J'ai juste envie d'aller voir. Plus on en parle, là, j'ai envie d'aller. Je sais pas, on va avoir le temps, là, on peut réserver. C'est très intriguant. Enfin, c'est une bande-annonce qui dévoile rien, mais qui suffit à te titiller pour que tu aies envie de savoir. En fait, c'est très intriguant. Et puis, avec toute la communication qui reste autour de ce spoiler, du fait qu'il existe un twist, ils sont clairement en train de surfer sur la vague du moment avec Game of Thrones, tout ça. Et on sait très bien que le spoil aujourd'hui, c'est devenu l'ennemi numéro 1 de tous les internautes. Et moi, je me demande même s'il y a le fait qu'ils disent qu'il y a un twist, ça soit pas un mensonge aussi. Peut-être qu'il n'y a pas de twist et que le twist, entre guillemets, c'est le concept du film et que tu l'as dès le début. C'est vrai que dans la bande-annonce, ils te le montrent pas. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai peut-être un peu peur que ce soit un film un peu concept qui peut-être comme Dead Don't Die voulait faire, mais qui essaye de te manipuler en te disant je vais te vendre un truc de ouf, et qui va, du coup, ça va être une critique un peu de tout ce qui est marketing sur la hype qui fait monter autour du film, et que derrière il arrive à te casser tout ça et que tout le film ne soit qu'un exercice là-dessus. Je serais un peu déçu. Je préférerais que ce soit un super scénario qui t'envoie à fond dans un truc plutôt qu'un exercice un peu pour dire regardez, marketing, je t'ai bien eu, machin, tu vois. Moi, pour avoir vu un peu des critiques, clairement les gens disent qu'il y a un retournement de situation incroyable, qui apparemment il y a même des gens qui ont crié dans la salle à Cannes. Non. Donc ils l'ont dit, j'ai écouté dans le cercle, et elle dit vous n'êtes pas prêts, quoi. Donc je pense que clairement c'est pas un truc avec deux familles. Enfin, oui, et pour moi il y a un truc énorme, quoi. Même quand il a été primé, et ce qu'on a pu entendre ou lire depuis, sans que rien ne soit dévoilé, ça dit toujours quand même que c'est une super histoire, quoi, que c'est un sujet fort, social, et qu'en plus c'est une histoire extrêmement bien écrite. Donc ça m'étonnerait que ça soit juste du concept un peu pompeux, qui se fasse plaisir juste dans l'esthétique. À mon avis, il y a vraiment une super belle écriture. C'est hyper excitant, ça. Ouais, ça me rassure. Donc tous très excités par cette BA. Totalement. Qui même si on sait très bien que c'est Bong Joon-ho, mais la BA en elle-même, juste en prenant la BA, est très très bien ficelée. Elle vend du mystère, elle nous donne ultra envie d'aller découvrir ce twist qui a l'air d'avoir retourné tout le monde. Et j'ai vraiment, moi, hâte, comme nous tous autour de la table, de voir ça. Et on verra ça à l'épisode suivant. Mais en attendant, si vous deviez donner un titre au film, quel titre lui donneriez-vous ? Kevin, t'as un titre, toi ? Ouais, j'ai un titre. C'est Parcoursup, la grande illusion. et en plus, c'est dans l'actualité. Mais il faut prononcer Parcoursup. Oui, pour le côté coréen. Oh, Parasite. Parcoursup. Oui, non, même pas. D'accord. Moi, j'en avais un, c'est Haute Société, mais Haute H-O-T-E. Parce que c'est des hôtes qui accueillent des gens. Et en plus, ça rappelle The Host. Oh. Mais toi, t'es trop haut par rapport à moi. Je suis beaucoup plus haut que vous. Toi, t'es là, t'es... Donc, pour rappeler, oui, The Host, qui est un film de Bong Joon-ho, mais qui explore le film de monstre. Oui, une créature marine. Enfin, le mini kaiju. Fluvial, plutôt. Marion. Alors Marion, elle allait beaucoup moins loin que Clément, hein, donc moi ça restait très basique. Alors j'en avais deux en tête, L'arnaque ou Le filon, voilà, donc je suis restée très sur le thriller avec un titre très court comme le titre actuel. Je peux dire le titre de Johanna parce qu'elle avait une super idée. Qui est Johanna ? C'est, tu sais, une des chroniqueuses qui est asiatique d'ailleurs. C'est bien parce qu'elle change toutes les semaines, Johanna. D'ailleurs, on lui fait un gros bisou, enfin surtout moi. Big up. Et comme titre, elle avait Gangbong par rapport à Bong Joon-ho.
Ça c'est marrant, mais tu peux le mettre en réalisateur, réalisé par Gangbang. Je suis BDR. Comme il y a l'air d'avoir des familles qui se mélangent, voilà, Gangbang. Ah, bah, j'en ai un autre, c'est Beauf de Corée. J'aime bien celui-là. Beauf de Corée. C'est horrible. Tu passes de C'est Parasite la à famille Beauf de de Schlag, tu Corée. vois, c'est des Beauf de Kobe. Kobe du Nord. Oui, c'est ça le jeu de mots. Putain. Oui, mais c'est quand même horrible de Moi, passer j'aime de bien Parasite à Haute Beauf. Société. C'est ça que t'as dit. Ouais, hein. Haute Société, c'est bien. Ouais, je trouve ça joli. Haute Société. C'est poétique, c'est beau. Et puis ça, ce petit côté SF vers lequel on tend un peu, le côté haute comme ça, non, j'aime bien. Donc voilà, Parasite, Palme d'Or 2019, Bong Joon-ho, qu'on s'empressera d'aller voir et dont on fera le match retour à l'épisode suivant. Et en parlant de match retour, est-ce qu'on se ferait pas celui de Godzilla 2, Roi des monstres? Wouhou. Ah, moi je vais peut-être rentrer chez moi. Hein. Yes. Ouais. Allez. Bouge là. Génial. DJ. DJ, kick that shit. Ça te fait mal quand on te tire dessus? Je ressens les blessures. La douleur est une simple information. Votre discours était très éclairant. Très éclairant. C'est du blabla, oui. T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération? Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. Match retour de Godzilla 2, Roi des monstres. J'en ai marre de dire ce titre, j'en peux plus. Le Roi des monstres. Le Roi des monstres. En plus, je le dis toujours de la même manière. Godzilla 2, Roi des monstres. Le Roi des douilles. Donc je vais le dire autrement maintenant. Match retour de Godzilla 2, Roi des monstres. Douille 2, le retour. Douille, comme spoilé en début d'émission, douille radioactive. Alors pour rappeler l'histoire qu'on s'était faite à l'épisode précédent, qu'on s'était imaginé à partir d'ABA, c'est de la totale impro, je vous avoue que j'ai rien préparé. Vas-y. Parce que j'en peux plus de On ce film. t'écoute. Alors, on avait imaginé Eleven, donc Eleven Millie Bobby Brown, cette petite gamine de 11 ans, stagiaire de 3e, qui travaille chez Kaiju Corporation, qui s'amuse à faire des choses avec des kaiju, des monstres géants japonais, et qui va chercher son Godzilla fétiche à travers le monde, alors que d'autres monstres réveillés par les yeux de Vera Farmiga envahissent les villes et s'apprêtent à tout détruire. Mais c'est sans compter Saito de Inception, donc Ken Watanabe, qui va aller chercher Gojira et demander de l'aide. Voilà, mais Godzilla du coup serait pas d'accord pour qu'il y ait 2 lézards parce que c'est des bâtards, pas 2 lézards, gros bâtards. Une improvisation sponsorisée par un pro.com. Bravo. On n'est pas si loin de la réalité en vrai. Le film, c'est exactement ça en fait. Oui. On verra que franchement dans nos délires, on n'est pas trop loin de la réalité. Vera Farmiga, Tout le long du film. Il n'y avait rien. Mais qu'en est-il de la vraie réalité? Je demanderai à Kevin de pitcher la vraie réalité de ce film de Godzilla 2, Roi des monstres. Alors l'histoire, c'est à la suite du premier épisode où c'était le bordel à cause de Godzilla. Une espèce de groupuscule éco-terroriste décide de réveiller d'autres monstres pour foutre le bordel parce que les humains, c'est pas bien. Et en conséquence de quoi, Monarch, dont on n'a toujours pas compris le but, mais qui aime bien les monstres aussi, qui est la société, on va dire, qui s'occupe des kaiju quoi. Ken Watanabe là, qui ont localisé les monstres pour je ne sais quoi, on n'a pas compris d'ailleurs dans le film, vont essayer de les empêcher de réveiller Ghidorah, qui est une espèce d'hydre électrique. Ça a l'air complètement délirant comme ça, et c'est vraiment le film. Qui est dans un glaçon, qui est dans un frigo, et qui se fait libérer, et du coup Godzilla arrive en disant c'est moi le roi, et puis voilà, ça part en couille, voilà. Donc oui, c'est ça, franchement... ça donne envie, hein. Ouais, mais notre pitch, il est mieux, et notre pitch se rapprochait vachement de la réalité, parce que, comment dire, notre ressenti général par rapport à cette bande-annonce, la bande-annonce était plutôt bien faite, elle nous montrait beaucoup de spectacles, mais qu'en est-il du film? On va commencer par Bruno. Bruno, ton avis, toi, sur tout ça, douille ou pas douille? Très 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 grosse douille. Je vais développer. En 4 points. Je vais développer. Des entités synthèse conclusion. Je vais m'étendre sur le sujet. Non, c'était très très compliqué. Je me suis endormi, c'est la première fois que je m'endors dans un film d'action au cinéma. Non. Et je me suis endormi plusieurs fois et je me suis fait réveiller plusieurs fois par les cris des monstres. Donc c'était des jumpscares non-stop qui me faisaient sursauter. Non, c'était vraiment horrible. Et le gros problème que j'ai principalement avec, c'est que
En fait, c'est de la frustration parce que les scènes de baston, nous vendent la scène de baston avec des monstres et ça c'est cool, mais par contre à chaque fois que les monstres se battent, ils mettent une patate et ensuite cut et on voit ce que les humains font en général, réparer des radiateurs. Je sais pas, non mais des trucs banals. Non mais ça c'est vrai. Ils ont eu tous les problèmes qu'il y a dans tous les films de science-fiction. Oh vite, le chauffage est coupé, est-ce qu'on peut le réparer? Le sas est dépressurisé. Oh, il faut le repressuriser. Et tu vois que leurs problèmes à eux qui sont pas originaux, qui sont vus 10 000 fois, qui sont mal montés avec des acteurs dégueulasses qui jouent mal. Alors que tu veux juste voir des monstres qui se bagarrent et en fait t'entends les monstres à côté qui se bagarrent avec un super sound design et c'est ultra frustrant parce que tu dis mais tourne la caméra, laisse-moi voir la bagarre. Et ça m'a saoulé, je me suis endormi. Et par rapport à la bande-annonce Par rapport à la bande-annonce me vendait quelque chose de naze et j'ai été déçu, j'ai eu quelque chose de vraiment nul. Et ça c'est un peu... Oui, parce qu'il faut expliquer que naze c'est mieux que nul. Ouais, non mais naze... Il avait dit, je crois que ça va être bien, ça a l'air naze. Ouais, mais pour moi naze, ça me vendait quelque chose d'un peu nanardesque, tu vois. Ok. Et mais nanardesque, mais divertissant. Avec le côté qui se prend pas alors au sérieux, que là, quoi. voilà, c'est ça, ça peut être des gros monstres de façon de base, c'est des gros monstres qui se bagarrent, qui défoncent tout. Et là, c'est juste nul, c'est incohérent, il n'y a aucun sens, ça te décroche et c'est fatigant et c'est chiant et ça m'a saoulé. Et puis j'en ai marre de parler de ce film, on peut passer à quelqu'un d'autre, merci. Clémence, toi, ton avis, douille ou pas douille? Douille, mais je l'avais attendu. Oui. Clairement, dans la bande-annonce, on sentait qu'il n'y avait pas de héros, qu'on comprenait rien à tous ces personnages, tout ce casting qui est certes 5 étoiles, mais où on voyait pas quel allait être l'enjeu et qui allait être le héros. Et effectivement, comme tu dis, Bruno, les humains sont des gros boulets dans ce film, ils n'ont rien à faire là. Ils viennent juste se foutre dans les pattes des monstres et il n'y a aucun enjeu. Ils font que de changer d'avis sans cesse, tuer les monstres ou pas tuer les monstres, que va devenir notre planète. Il y a une espèce de message écologique... totalement opportuniste pour dire on fait un message écologique mais en fait ça n'a aucun sens et c'est hyper incohérent. Alors après quand même j'ai ressenti les petits poils que j'avais ressentis en voyant les monstres dans la BA. J'adore voir les monstres à l'écran mais comme tu dis Bruno, j'aurais bien aimé les voir plus et ne pas voir d'humains en fait. Douille ou pas douille, Kevin? Bah douille, hein. De toute façon moi je m'y attendais, c'est un film qui est crétin en fait, c'est ça, c'est crétin, c'est totalement le mot, c'est stupide. La BA nous montrait des grosses scènes d'action, au moins on se disait bon bah, peut-être que si c'est crétin au moins il y aura des grosses scènes d'action, il y en a mais c'est de la bouillasse donc c'est même pas intéressant à regarder, c'est dégueulasse, c'est que dire à part que ouais je me suis emmerdé quoi, horrible. Clément? Oui, c'est une énorme douille parce que en fait, on se disait que cette BA était plus honnête et que là, on allait voir du monstre parce que dans le 1, il n'y en avait pas tant que ça et que là, ça y est, enfin, il y a du monstre. Et en fait, ils parlent pendant 2h12, ils font des réunions dans un avion. C'est que ça, c'est des mecs qui font... Mais est-ce qu'on doit plutôt aller au Mexique ou mais on s'en bat les couilles. Montre-moi du monstre. Surtout qu'on nous dit qu'il y en a 17. Il y a 17 monstres et je les vois pas. Il y a un espèce de mammouth tout pété avec 2 jambes. Il y a un krabi géant. Et putain, il y a pas de bataille entre eux. Il y a une bataille finale qui est sympa. Et c'est tout quoi, en 2h15. Donc énorme douille. Et toi Marion? Moi, écoute, pour être tout à fait honnête, j'ai pas fait mes devoirs, je n'ai pas vu le film, mais alors je suis méga contente parce que quand j'entends vos réflexions, je me dis que je suis quand même passée au travers d'une sombre daube. Donc merci beaucoup. si on peut te prévenir et faire ce travail de prévention envers toi et envers tout le monde, ah oui, on va le faire. N'y allez pas. Parce que moi je vais donner mon avis et je vais y aller les 2 genoux devant. Vas-y. Je m'en bats les couilles. Dropkick. Mais franchement, mais c'est quoi ce film de merde? Non mais excusez-moi quoi. Je pensais pas que c'était possible de faire pire que le premier de 2014 là, de Gareth Edwards. Mais si, ils se sont tous concertés pour choisir la merde la plus merdique qui puisse exister quoi. Non, je suis désolé, le film j'en pouvais plus. Je sentais que c'était une douille de façon depuis le début parce que voilà, Warner a l'habitude de faire des bandes annonces qui sont totalement ouf. Notamment je pense aux films d'ici qui leur bande annonce, si vous prenez juste la bande annonce vous verrez ça vous vend des films de ouf, mais au final c'est quand même 200 millions de budget de dollars, c'est ça? 200 millions de budget. S'il y a un truc à sauver, je pense que quand même le sound design est pas mal.
Ouais, je suis d'accord. Ouais. En fait, c'est un film à voir sans les images. Allez le voir en fermant les yeux. Mais moi, j'ai été déçu par le design des monstres. C'est quand même un comble. Tu fais un film de monstres, putain, mais l'hydre, elle est dégueulasse, quoi. On dirait c'est un monstre de Power Rangers en plastique. Mais oui, c'est ça. Ouais, mais ça, en fait, je pense qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont voulu rendre hommage à telle qu'elle était dans les anciens films. Et je pense que vraiment, ils ont assumé le côté les kaiju des anciens Godzilla. Qui étaient vraiment là dans les anciens films, et ils voulaient les faire pareil. Avec ces vieux éclairs là, non, mais ça, éclairs jaunes en mode alors, Pikachu. Un truc, si vous êtes épileptique, n'y allez pas. C'est vraiment, c'est des flashs lumineux pendant tout le film et tu te fais gueuler dessus. Franchement, n'y allez pas si vous êtes épileptique, et si vous n'êtes pas épileptique, n'y allez pas. Non, mais... je voulais revenir aussi sur ce que disait Kevin, le mot crétin, mais c'est exactement ça, c'est tous des crétins, parce que on prend le spectateur pour un con, on prend les acteurs pour des cons, et on prend les scientifiques qui sont censés, enfin, ils représentent la science et la physique, ces personnes-là, parce qu'ils font partie de quelque chose de scientifique. Il n'y a aucune cohérence scientifique ni physique. Ils sont là, ils sont dans des avions, ils ont des PowerPoint pour tout. Dès qu'ils te parlent, ils sont là, ils te racontent un truc, ils ont déjà un montage qui est tout préparé. Non, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Et pas que les scientifiques, aussi le folklore. En fait, même le côté légende, les écrits ancestraux. Ouais, tout est mélangé, c'est un gloubi-boulga. Tout est un gloubi-boulga, et c'est vrai que ça prend aussi ça pour. Référence à Casimir. Qui est un kaiju aussi, à cette manière. C'est quand même un truc de marge. Ils découvrent l'Atlantide dans le film, dans une poche d'air sous l'eau. Enfin, ouais, ça vous donne le niveau de what Il y a the des fuck. statues de mecs avec des têtes de Godzilla. Et pour détailler, c'est aussi, c'est une grosse incohérence scientifique et même physique, parce qu'il n'y a pas de palier de décompression, les mecs ils font tout à la suite, Godzilla il a pied alors qu'il fait 2000 mètres de profondeur, enfin n'importe quoi. Non, on dirait des enfants de 12 ans, tu vois, qui ont découvert, qui ont fait un cours d'SVT, qui ont appris la radioactivité, qui disent ouais, tout est atomique et ça explose quand il y a de la radioactivité, attention c'est chaud et tout. Ils mélangent tout, c'est trop marrant. Mais comment on va l'expliquer ça? C'est pas grave, dis que c'est radioactif. C'est radioactif, il est bleu et c'est jaune, et en fait non. Kevin. Et je trouve qu'il y a aussi une autre dimension dans la douille, c'est que voilà, avec cette licence-là, ils essayent de dire ouais, nous on respecte le bestiaire japonais, la culture nippone et tous les kaiju, tout ça, mais en fait ils font que le dévoyer complètement. C'est-à-dire que là, Godzilla, ça devient juste une espèce de métaphore de la puissance atomique des Américains, genre on a la bombe, si on est les meilleurs. Ouais. Alors que c'était pas du tout ça le sens de Godzilla, c'était le sens inverse. C'était à cause justement de cette menace atomique, on a fait un monstre qui représente justement la destruction qui a ravagé notre pays, et je trouve que c'est hyper irrespectueux en fait. Oui, clairement c'est ça, en fait le sens du film c'est nous les humains, si on veut s'en sortir dans tout ce bordel, il faut qu'on ait la puissance atomique. Il faut que Godzilla soit notre ami car c'est le monstre atomique. Et donc ça se termine là-dessus, rien n'est résolu, mais ils sont super contents parce que Godzilla est leur allié et qu'il est le roi des monstres et le roi des bombes atomiques en fait. Et ça n'a aucun sens parce que les humains sont juste à côté de toutes ces explosions atomiques pendant tout le film. Ils se prennent des radiations mais au moins 15 fois dans le film et ils s'en foutent. Tu dis le roi des bombes atomiques parce qu'il faut expliquer qu'il recharge Godzilla avec une bombe nucléaire. C'est-à-dire qu'il est quasi mort, il est en train d'hiberner, enfin je sais pas comment on dit. On dit pas comment il le recharge, mais dans la lune. Ouais. Hein. Et donc même le héros est nucléaire, c'est incroyable. Et il y a aussi un espèce il y a une imagerie chrétienne dans le film. À un moment donné, oui, crétine aussi, chrétienne et crétine. À un moment donné, t'as un monstre qui déploie ses ailes devant un crucifix comme ça, une croix. Et t'as aussi un personnage qui dit il est mort pour nous. Donc c'est Jésus en fait, Godzilla quoi. Et donc il y a cette espèce de relent patriotique chrétien Trump à mort. Je sais pas si c'est volontaire, mais c'est nauséabond. C'est sûr que c'est volontaire. Sa résurrection, effectivement, c'est vrai. Non mais il y a la scène où ils mettent la couronne sur Godzilla. Moi je trouve ça hallucinant, tu vois. Il saigne et tout après. Quand il le cloue, vous allez trop loin. C'est abusé. C'est pour ça qu'il marche sur l'eau. C'est vrai, il marche sur l'eau. Mais oui, il marche sur l'eau, c'est pour ça, c'est Jésus. Mais oui, t'as raison. Tu te souviens pas de la scène où il transforme l'eau en vin là? C'est dans la version longue que je l'ai pas vue. Il arrive à Tokyo, il multiplie les pains. Mais c'est vrai que ça explique pourquoi il marche sur l'eau et que avec. Moi quand je vous entends, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a une vraie incohérence mythologique quoi, parce que ça mélange. Donc l'hydre de Lerne qui est grec, King Kong, l'Atlantide, l'incohérence par rapport à toute la mythologie japonaise autour de Godzilla. Donc en fait c'est un gros film américain qui a pris tous les mythes des monstres de l'univers et qui a essayé de faire quelque chose de cohérent quoi. T'as tout à fait raison parce qu'en plus il y a une scène où la japonaise là, ou chinoise Ankawe, elle qui est d'ailleurs dans Tigre et Dragon et qui n'a pas vieilli d'un pet, enfin bref.
Elle dit ouais, j'ai cherché partout ce monstre dans toutes les légendes et il apparaît nulle part, personne n'en a jamais parlé, il est tellement dangereux. C'est une hydre à 3 têtes, tu vois le truc, et il est juste partout dans toutes les légendes. C'est clair. Attends, c'est pire que ça parce qu'en fait on se rend compte que c'est pas l'hydre de Lerne, c'est une hydre qui vient de l'espace et ça vient de la mythologie Godzilla. Mais ce qui est totalement débile, c'est qu'ils l'avaient pas découvert avant de le réveiller et ils le découvrent qu'après, alors qu'ils avaient tous les écrits. Donc... Tout ça, ce serait pas grave si le film était bourrin, marrant et que ça se prenait pas la tête et que oui, ça soit du combat de monstres tout le temps. Mais le problème, c'est que c'est sérieux, quoi. C'est ça le problème. Oui, c'est ça. Manque de second degré, quoi. Totalement. Mais totalement. Et ils se prennent vraiment au sérieux. Et le problème, c'est que comme t'as aucun enjeu, enfin, je comprends pas. Il doit y avoir des enjeux, mais moi, je les ai pas assimilés. Ou bien j'ai très vite décroché. J'en sais rien, mais t'es pas du tout dans le film, quoi. T'as juste une envie, c'est que ça s'arrête. Ou bien qu'ils balancent des combats de monstres, mais même les combats de monstres, ils sont pétés. Tout ce qu'on te montre dans la bande-annonce, c'est expédié en 2-2. C'est de la bouillie de CGI. C'est pas beau. Les dialogues sont écrits avec le cul. Tout ce que tu pensais qu'il pouvait y avoir dans la bande-annonce avec l'ONU et tout, tu te dis il va y avoir un penchant politique et tout. Mais il y a autant de secondes dans la bande-annonce que dans le film. Non, tout ce que te montre la bande-annonce, en fait, ils ont réussi à te faire croire que tu allais voir un film qui pouvait avoir des ambitions et un peu comme à la... c'était quoi l'autre merde là Superman, Batman vs Superman. On te faisait croire qu'il y avait des ambitions politiques et tout et que ça pouvait devenir quelque chose d'intéressant, mais pas du tout. Mais est-ce qu'il faudrait pas arrêter de faire des films sur Godzilla ? Moi, je pense qu'il faut surtout laisser les Japonais faire Godzilla. Oui, et c'est ça. Non, mais c'est un opportunisme des Américains qui n'ont pas eu de drame, de catastrophe de ce type sur leur continent et qui veulent s'approprier complètement la peur des Japonais. Il y a encore des Godzilla japonaises qui sortent. Hein. D'ailleurs, il y en a un qui est sorti, je crois, peut-être un an ou deux avant ou après, je sais plus, le Godzilla de Gareth Edwards, là, et qui a eu des bonnes critiques parce que c'était un film qui était ancré justement dans la culture japonaise et que ça le faisait bien. C'est clair. C'est comme si les Japonais, ils s'amusaient à faire un film Ronald McDonald, quoi. Laisser les gens s'occuper de leur truc, quoi. C'est-à-dire que Godzilla, ça a de sens que parce que c'est un monstre japonais, en fait. Le fait qu'on l'américanise, enfin, à part s'ils avaient trouvé une manière extrêmement intelligente de le réadapter. Comme dans Détective Pikachu. Exactement, à la culture occidentale. D'ailleurs, ils ont réussi à fourguer pas. Papillusion dans... dans Godzilla. Dans Godzilla 2. Quoi, non, puis même, je voulais dire... Enfin, là, c'était autre chose, mais je voulais dire autre chose, c'est que pour le côté crétin du film, c'est que en termes de scénario, finalement, bon, c'est pas un scénario qui est plus con que n'importe quel blockbuster qui peut sortir, mais le problème, et c'est pourquoi il est crétin, c'est parce qu'il essaie d'avoir un commentaire, et tu le sens que le film essaie d'avoir un commentaire genre oui, l'écologie c'est bien, nanana, sauf qu'ils le font tellement mal, et avec en fait t'as l'impression qu'ils font ça juste pour bien se faire voir, et que c'est extrêmement cynique au fond, tu vois. Et c'est ça qui me gêne, c'est pour ça que je trouve ça débile. Et ce qui est censé nous faire comprendre les enjeux de Vera Farmiga qui veut en fait changer le monde et qui se prend clairement pour Thanos, quoi, dans Avengers. Elle a une Thanos. Elle est en mode il faut que je libère les monstres, parce qu'on rigolait dans l'épisode d'avant en disant que c'était elle qui réveille les monstres, mais c'est elle qui réveille les monstres. Non, mais ça c'est complètement opportuniste parce que ça joue sur notre culpabilité qu'on s'inflige à nous-mêmes par rapport à la planète, etc. On est nocif, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose ou peut-être si on disparaissait ça serait mieux. Mais par contre il faut bien la bombe nucléaire parce que ouais c'est ça. Oui, ça non, mais c'est complètement contradictoire parce que ça c'est oublié à la moitié du mais film. C'est super bien la bombe effectivement nucléaire. Son dessin au départ c'est ça et c'est totalement opportuniste. Ouais, en fait ce que je voulais dire aussi moi c'est que ce qui me déçoit le plus par rapport aux deux derniers Godzilla là, américains, c'est que par rapport au BA et à l'ambiance qu'ils essaient de faire croire, c'est qu'ils essaient de te faire croire que c'est un film qui est traité un peu comme Cloverfield, où c'est vraiment un drame, un film d'horreur, machin. Et moi, j'aimerais vraiment voir ça, parce que j'ai adoré Cloverfield, et j'aimerais vraiment voir un Godzilla avec ce traitement, ce traitement, ouais. mais pas forcément en fun footage, mais avec ce ton-là, tu vois. Et je trouvais ça génial, parce qu'on a la capacité de faire la réal qui pourrait être super ouf avec les putains d'effets spéciaux. Et j'aimerais voir ça, et à la place on a un truc de merde comme ça, tout banal, ça m'énerve. Et c'est vrai que ce que nous vendait aussi la BA et même les affiches et enfin, toute la campagne promotionnelle qu'il y a eu autour du film, c'est on était face à un film catastrophe avec de la destruction et ce qui aurait pu rappeler Cloverfield. Mais c'est quoi, c'est 10% du film, même pas. Tout le reste, on est sur les gars dans des vaisseaux en train de se demander le pourquoi du comment, d'étudier des mythes et de vous donner des suppositions qui collent à la réalité et de déjouer les lois de la physique. Enfin... Et en fait, par ce que tu dis, je suis en train de me dire que le problème, c'est que c'est un film purement politique, qui est pas du tout intimiste, qui est pas du tout de notre côté et à notre échelle.
et qui est juste là pour te donner une idéologie, une idée de ce que devrait être la Terre ou de ce qu'on devrait faire, etc. Et en fait, c'est ça le souci. Et quand tu dis Cloverfield, ce qui est fort dans ce genre de film, c'est que c'est plutôt, ça joue sur la peur qu'on a intime d'une catastrophe et telle que ça va nous arriver et comment on réagira à ce moment-là. Et là, c'est pas du tout ça, effectivement, Godzilla. En fait, c'est une espèce de traité politique américain. C'est tellement nul. Et puis même, ils essaient de mettre toute la catharsis sur l'espèce de relation compliquée de la famille de Vera Farmiga avec Millie Bobby Brown et j'ai oublié le nom de l'acteur. Keith Richards. Qui mettent ça en avant. Ils mettent ça en... Pardon, il a dit Keith Richards. Ça aurait été bien. Et qui siffle de la coke derrière. Je confonds tout le temps. Non mais voilà, ils essaient de mettre ça en avant en disant ouais, ça c'est le côté humain de notre film et tout, alors qu'au final, il y a aucune implication émotionnelle avec cette famille, on s'en fout en fait. Et ils sont juste là pour faire décorum et pour que le spectateur lambda puisse avoir un petit référent pour se dire bah voilà, moi aussi j'ai une famille, mais en fait on s'en fout. À vouloir bouffer à tous les râteliers, au final ils ont ciblé personne. C'est ça. Bah, c'est ça. Et servi en plus par un jeu d'acteurs, mais alors qui tient. On va dire qu'ils sont mal dirigés. Parce que c'est quand même des bons acteurs. C'est ça. Moi je me demandais c'est ça qui est triste. Pendant le film, je me suis posé 2 questions. La première question c'était est-ce que les acteurs ils ont conscience de de faire de la merde? Est-ce qu'ils sont juste là pour prendre un chèque? Et ma deuxième question qui avait rien à voir avec ce que je viens de dire, c'était non mais vraiment en plus c'était est-ce qu'il reste du popcorn? Non, je te jure, pendant que je regardais le film, j'étais tellement pas dans le film que je me suis juste dit à un moment, mais comment il s'appelle déjà Louis de Funès dans La Soupe aux choux? Et pendant 5 minutes j'étais là et tout en train de chercher. Ah oui, donc 2 questions centrales. Mais c'est lié. Et je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le jeu des acteurs. Moi, je trouve que Godzilla il joue très très bien. Surtout le moment où il fronce les sourcils comme ça. Voilà. Ouais. J'ai bien aimé, c'est le seul passage que j'ai bien aimé. On disait dans l'épisode précédent que on rigolait sur l'animal de compagnie et tout, mais il est clairement traité comme un chien. Il a même des mouvements de chien et il remue comme un chien. Il lui jette des balles à un moment donné pour l'envoyer sur le mec. C'était des grosses balles, mais c'était assez perturbant, quoi. Enfin voilà quand même. Bon. Si vous deviez donner une note à ce film sur l'échelle du BDR, le BDR étant le bout du rouleau, qu'est-ce que vous en diriez? Marion, on va commencer par toi, tiens. Ah bah moi je suis BDR rien qu'à vous entendre, donc c'est clair que j'irai absolument pas voir le film. Et voilà, ma conclusion ce sera que chacun chez soi et les hippopotames seront bien gardés. Et franchement, voilà. Clément. Oh là là, archi BDR, mais plus que tout, mauvais. Non, c'est un énorme nanar, c'est un des pires films que j'ai vu. En blockbuster, c'est le pire truc que j'ai vu depuis Batman vs Superman, et c'est 10 fois pire, quoi. Et c'est encore la Warner. Clémence, BDR... combien? BDR fois combien? BDR fois 56, je sais pas, mais pas autant que Nous finirons ensemble. Si on doit faire le point sur tout ce qu'on a pu débriefer, Nous finirons ensemble reste dernier. Je suis d'accord. Mais Godzilla arrive juste après. Kevin. Moi je suis BDR Ultimate. C'est au-delà du BDR. Ouais, non mais et puis moi je suis assez triste parce que même moi je suis pas fan de Godzilla non plus, mais c'est quand même un monstre de cinéma dans le sens où c'est une icône en fait. Tu vois le cinéma de genre aussi Godzilla comme icône, comme figure, et ce qu'ils en font quoi, ils ont chié dessus quoi. Enfin c'est terrible. Bruno, sur l'échelle du BDR, t'en es où toi? BDR supra-atomique. Pour rester dans le thème. Non, c'était nul, je le regarderai plus jamais. Mais je me suis rematé celui de Roland Emmerich pour voir ça a vieilli. Et malgré ses défauts, je le trouve beaucoup mieux. Et pour moi, c'est plus sympa à regarder. J'en suis certain. Voilà. Quant à moi, je vais utiliser les lettres BDR pour non pas parler du bout du rouleau, mais d'une belle douille radioactive. Joli. En plus, voilà, ils essayent d'instaurer leur univers étendu, mais on s'en bat les steaks. On s'en bat les steaks de votre univers étendu, gardez ça pour vous. Après, ils veulent recoller avec King Kong, ils vont encore mettre d'autres monstres. Moi, j'ai une question, tu garderas ou pas, mais est-ce qu'il y en a qui ont vu Skull Island, donc le film sur, film solo sur King Kong, et comment vous le comparez à celui-là? De la merde, pareil. Alors, non, pareil, même niveau de... c'est pas de la merde pareil, c'est de la merde un peu plus divertissante, parce qu'il y a Loki. Moi, j'ai trouvé que Skull Island, c'était un film qui était plutôt banane. Allez, on arrête là-dessus. J'adore. Je peux pas faire mieux comme phrase de fin. Donc Skull Island, un film plutôt banane. Merci, au revoir. Allez, il est temps de se dire au revoir. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et
Et on bandera quand on aura envie de bander. Voilà. Bon, 2 poids 2 mesures. Hein. Pour aujourd'hui, notre duo de film était quand même très très hétérogène. Hein. On a c'est clair. Une palme d'or d'un côté et une palme de merde de l'autre. on reste sur l'univers un peu asiatique quand même. Hein. Donc voilà, on a décortiqué la bande-annonce de Bong Joon-ho, la palme d'or 2019 avec Parasite. Son nouveau chef-d'œuvre. Trop hâte de le voir. C'est clair. Oui. Plus que hâte. J'ai presque envie d'annuler le voyage à Amsterdam pour aller le voir au ciné cette semaine. Dis pas nos vies comme ça au micro. Après ils vont savoir pourquoi l'épisode va sortir en retard. Peut-être qu'on va pouvoir le voir à Amsterdam. On sait pas. Ça se trouve il va passer là-bas. Bah si tu comprends les sous-titres hollandais. Parasite tout. Le twist on va pas piger. De toute façon on sera. Bref. On sera certainement dans un musée, on aura mieux à faire. On y va pour se cultiver, hein. Bien sûr. Et donc, pour teaser un peu l'épisode prochain, on ira faire un tour du côté d'une superbe actrice française qui doit certainement avoir son 1 ou 2 clones parce qu'elle est partout et nulle part à la fois. C'est Isabelle Huppert qui est soit au théâtre, soit au cinéma, ou soit en train de conduire des gens chez eux en Uber. Isabelle Huppert. Isabelle Huppert. On a déjà le titre du film, très bien. Et on ira explorer le talent de cette actrice dans une bonne annonce tout aussi mystérieuse, mais qui apportera plus de barres que celle de Parasite à mon avis, parce que l'ayant vu dernièrement là pour préparer. Il y a des sacs à main. Spoiler alerte, il y a beaucoup trop de sacs à main à mon avis. Et donc voilà. Au revoir. Ah, il nous avait manqué, tiens. El calculator. Il est de retour. Tu t'es calmé le calculateur? T'en es où là? Quel twist? Hein? Tu t'es calmé la carte mère? Excommunicado. Il est encore bloqué sur l'épisode 4. Bon, et ben au revoir tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. On vous dit à la semaine prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Et salut la team. Salut. Shoshana!